En tant qu'entrepreneur, des fois, tu n'as pas le choix de prendre des décisions un peu les yeux fermés parce que tu es dans l'urgence, puis il faut que tu prennes une décision. Puis là, ça s'avère pas une bonne décision parce qu'elle n'a pas été assez réfléchie, mais tu n'avais pas le choix. Puis il y a d'autres fois, j'ai l'impression que j'ai fait le même processus, j'ai pris une décision à la dernière minute, puis ça a été super bon. Ça a été la bonne, c'est ça. Fait que c'est ça, mais tu le sais, mais après. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Kim Lam, en fait née Tien Kim Lam, présidente de Les Aliments Kim Lam. Également avec moi aujourd'hui, mon associé à Granby, Julien Gauthier, qui sera également mon co-animateur. Yes. Et mon nom est Tristan Laliberté. Julien et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines. On donne des conseils financiers aux gens d'affaires comme Kim. Kim, merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Vraiment apprécié. Tu habites, en fait, tu es né pas bien loin du studio dans lequel... Vraiment à côté. Vraiment à côté. Ça peut pas être plus proche, ouais. Ouais, c'est ça, hein? Tu connaissais même déjà les lieux. Oui. Que pour toi, là, c'est une affaire de rien. Oui. On va faire ta bio et pour ça, je vais rien mettre un peu mes yeux pour m'aider. Alors, Kim, tu es né d'un père sino-vietnamien d'une mère québécoise. Tu as toujours voulu faire découvrir les plats traditionnels de la culture asiatique. Partons ça. En 2013, tu as fondé les aliments Kim Lam et tu as commencé dans ta cuisine, tu as commencé à vendre dans plusieurs petits marchés publics, des choses comme ça. 2018, tu as ouvert un restaurant sur l'avenue Mont-Royal à Montréal. En 2022, tu as ouvert une usine. En 2023, tu as eu affaire à faire une grosse restructuration. Et aujourd'hui, en 2024, tu as 500 points de vente au Québec et en Ontario. Oui. Bravo pour Félicitations. cette fulgurante progression. Une chose qui m'a interpellé pour te lancer une première question, dans le document que tu nous avais envoyé, là, qui est ta bio, tu dis que c'est en lisant The Rocket Full, un livre, que tu as compris que tu avais 200% de l'ADN du visionnaire. Oui, mais oui, en fait, ça a été vraiment une révélation pour moi. Parce que, tu sais, dans ma tête à moi, un visionnaire, c'était comme un entrepreneur qui partait des projets puis qui se plantait tout le temps. Fait que je me voyais pas comme visionnaire, puis tu sais, j'ai rien inventé. Puis quand j'ai lu ce livre-là, en fait, c'est d'autres entrepreneurs. J'étais dans le groupement des chefs du Québec, puis dès le début, tout le monde m'a dit « Kim, tu dois lire ce livre-là, The Rocket Fuel ». Puis j'étais comme « OK, c'est bon ». Et je lis ça, et ça donne la description du visionnaire et de l'intégrateur. Et là, je lis ça, puis j'ai comme un choc. Puis je me dis « Ah! Je suis visionnaire comme 200%. » Fait que ça m'a fait comme un peu changer ma vision de c'était quoi un visionnaire, en fait, puis l'intégrateur. Puis je me suis rendu compte pourquoi que, tu sais, puis ça l'explique que le visionnaire, justement, quand ça a une idée, ça la voit, ça la sent, ça la goûte, ça la touche. Tu sais, comme, c'est vraiment profond. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a ça. Mais moi, je pensais que, tu sais, je me suis pas dit que tout le monde j'étais différente des autres. Mais bref, fait que là, ça l'expliquait vraiment ce que je vivais puis ce que j'étais. Et que l'intégrateur, c'était tout ce que je n'étais pas. Mais pas que je... Tu sais, il y en a qui sont un peu des deux. Puis il y en a qui sont très rarement, je pense, un ou l'autre, comme à 100%. Puis je me suis rendu compte que moi, je suis 100%, 200% visionnaire. Et vraiment pas intégratrice. C'est quoi les grandes forces d'une personne qui est 200% visionnaire? Bien, en fait, c'est ça. C'est vraiment... C'était tellement bien décrit que quand moi, je me lève le matin, là, tu sais, j'ai choisi de faire Kim Lam, tu sais, puis de partager ma passion de la nourriture asiatique, tu sais, des recettes familiales, parce que c'était ça que je savais, là, puis que c'était pas facile, mais, tu sais, moi, quand j'ai commencé, dans ma tête à moi, je voulais pas avoir une grande entreprise, là. J'étais comme en mode survie. Je fais des rouleaux, puis je vends au marché, tu sais, à la famille et aux amis. Puis après ça, j'ai me vendu au marché public ici à Granby les samedis, mais je pensais pas que ça se rendrait là aujourd'hui. Pas du tout. Est-ce que tu avais fait un plan d'affaires? Non? Non, c'est ça. Moi, j'ai fait... un jour, mon père me dit « Kim, tout le monde me demande... » Parce que, en fait, les rouleaux impériaux, là on saute du coq à l'âne, là, mais... Les rouleaux impériaux, c'était vraiment ce qu'on faisait, tu sais, comme, mettons, tout le monde, les familles québécoises, ils font de la sauce à spag en famille, là. Mais nous, c'est des rouleaux impériaux.
C'est 2 fois par année à peu près, on s'assoyait toute la famille, on prenait une râpe à fromage, on râpait les carottes à la main, on râpait les oignons à la main, puis on faisait des rouleaux, tu sais, des grosses batches de rouleaux parce que c'est quand même très très long, puis en faire, il faut que tu en fasses des grosses batches pour que ça vaille la peine, tu te fais pas 6 rouleaux, c'est trop long. Fait qu'on faisait ça, puis on mettait des friteuses sur le balcon, parce que ça sert beaucoup, on faisait frire toute la journée, donc là, on faisait frire, puis là, ça sentait bon partout ici, dans le quartier. Donc, mon père m'envoyait donner des rouleaux là, dans du papier d'aluminium encore chaud à mes voisins. Fait que là, tout le monde était très content. Puis, à un moment donné, le mot se passe. Et aussi, quand les gens venaient souper à la maison, on sortait ça du congélo. Mes parents faisaient réchauffer. On faisait un sauté de légumes. Puis, fait que tout le monde aimait beaucoup les rouleaux. Puis, les gens demandaient à mon père. Mais mon père, lui, il avait un travail à temps plein. Ça ne l'intéressait pas nécessairement de fournir famille et amis en rouleau. Donc, il le faisait occasionnellement. Donc, un jour, il m'a dit, Kim, tu sais pas quoi faire? Fais des rouleaux! Il dit, ça va fonctionner, tout le monde en veut. Je dis, ah, OK, c'est bon. Donc, j'ai commencé à contacter famille et amis, puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais je pensais jamais, j'ai fait ça, moi, c'est ça, en mode survie, il faut que je travaille, puis il faut que je crée. Fait que j'ai fait des rouleaux, puis ça a beaucoup plus fonctionné que je pensais. Puis quand est-ce dans l'histoire que tu as l'impression que c'est le vrai démarrage de l'entreprise? Oui, tu sais, la première année, j'ai que fait le marché public à Granby. Donc, c'était juste le samedi. Fait que c'était très petit, là. Tu sais, j'avais pas de sous, donc je me louais. C'est un monsieur que j'avais rencontré, j'avais appelé pour louer une friteuse ou je sais pas trop. Il m'a dit, mais là, j'ai un traiteur juste à côté, pourquoi tu loues pas sa cuisine? Puis j'ai dit, ah, ben oui. Tu sais, dans la semaine, les traiteurs sont un peu moins occupés, c'est plus le week-end. Donc là, je loue cette cuisine-là, fait que après ça, je louais tout le temps des cuisines comme ça, parce que j'avais pas de sous pour me faire une cuisine, parce que, tu sais, installer des friteuses, des hottes, etc., tu sais, c'est un produit qui est pas simple, là. Tu sais, j'avais besoin de plus d'équipement que si je faisais des sandwichs, là, mettons. C'est des gros investissements aussi, là, tu sais. Oui, c'est ça. Donc là, il faut que tu trouves le local, il faut qu'il y ait, tu sais, ça, une hotte, friteuse, etc. Donc là, ben je louais des traiteurs dans la semaine. Fait que moi, je louais à la journée, puis là, je préparais mes rouleaux, puis là, je les ramenais chez nous. Puis là, ben c'est ça, dans mon petit congélateur, je les mettais dans des sacs Ziploc, puis là, je les vendais le samedi au marché public. Fait que cette première année-là, je te dirais que c'était plus, tu sais, je savais pas trop où je m'en allais. Je vendais le samedi, puis c'était correct, là. Je pouvais manger en mode survie, puis j'étais correct. Après ça, rapidement, j'ai vu qu'il y avait d'autres marchés publics, parce que le marché public, c'est comme une grande famille, là. Puis là, c'est toutes les mêmes personnes qui se promènent de marché public en marché public, puis on fait les marchés de Noël, les marchés de Pâques, marché de Saint-Valentin, peu importe, là, on les fait toutes. Donc là, j'ai d'autres amis qui me disent « Hey, mais là, il y a le marché à Sainte-Julie, à Saint-Bruno, tu sais, c'est bon, fait que tu devrais venir avec nous, tu sais. » Puis là, c'est comme ça que j'ai commencé, fait que là, j'ai fallu que je m'achète un trailer. Au début, je me suis ramassé un petit trailer. C'est super pas cher, mais tu sais, c'était quand même 700$, là, mais c'était pas cher. C'était le moins cher en bois, un peu homemade, qui tenait pas, tu vois, il tenait correct sur la route, là, mais il a pas toffé si longtemps que ça. Donc là, il fallait que j'embarque mes congélateurs là-dedans, puis là, que je me promenais de marché en marché, puis c'est ça. Fait que ça, à la fin, pendant 5 ans, j'ai que fait des marchés publics, en fait, puis à la fin, j'en faisais 6. Parce que moi, je me suis dit, juste d'en faire un, ben c'est juste la même clientèle à toutes les semaines. Fait que si j'en fais une semaine sur 2, fait que mettons à Granby, j'étais rendu que j'étais un samedi sur 2, ben je me disais, si l'autre samedi, j'étais à Saint-Bruno, ben là, ben, je double le nombre de clients. Puis ils vont acheter peut-être juste un peu plus parce qu'ils savent que je suis là aux 2 semaines. Puis là, ben, ça continue de même. Puis je me suis rendue jusqu'à Val-David parce que là, ça, c'est un des plus gros marchés publics au Québec. Fait que de Granby jusqu'à Val-David, j'allais là-bas. Puis c'est ça. Fait que là, avec toute cette clientèle-là que j'ai montée, ben là, j'avais de la demande. Parce qu'en fait, moi, mon plan de match, j'ai pas fait de plan d'affaires puis de me dire je veux avoir une grosse entreprise, etc. Mais je suis plus du genre d'y aller avec mon client. Tu sais, avec la personne, c'est quoi son besoin. Fait que les clients me demandaient d'avoir d'autres produits. Parce que moi, j'ai commencé qu'avec les rouleaux impériaux. Les gens me demandaient, mais moi, j'aimerais ça avoir de la soupe wonton. Ah, j'aimerais ça avoir du Général Tao. Ah, j'aimerais ça avoir des dumplings. Puis c'est ça que j'ai fait. Et aussi, le fait que j'ai grossi et que j'ai trouvé aussi des épiceries, c'est que les clients voulaient avoir les produits hors marché public.
Mais là, au début, les gens venaient chez nous. Mais à un moment donné, tu sais, les clients, je les connaissais plus nécessairement. Puis là, moi, j'avais mon garçon aussi, tout petit. Puis là, j'avais des clients qui venaient cogner chez nous pour venir chercher des rouleaux. Là, je trouvais que c'était un peu... intrusif ou... ça dérangeait. « Ah, excuse, mon garçon, il est dans le bain. » Tu sais, je trouvais... Ça avait juste plus de bon sens. Donc là... Fait que là, au début, j'ai trouvé la solution de prendre les courriels des gens pour, pendant l'hiver, que je puisse aller le livrer. Donc là, je livrais, mettons, une fois par mois. J'envoyais un courriel, je prenais les commandes, je pactais ça dans mon auto, puis j'allais dans un stationnement, puis je lui donnais rendez-vous, puis là, je lui livrais les produits. Puis après ça, j'ai eu l'idée de cogner dans une épicerie, puis de dire « Hey, ça prend quoi pour rentrer? » En fait, c'est le métro ici à Bromont. Puis j'ai juste demandé hey, c'est qui est responsable des produits congelés? Moi, vraiment pas organisée. Tu sais, pas en mode représentante avec des produits puis toute bien habillée, là, pas du tout. Genre en jeans déchirés, juste hey, moi, je me demande comment qu'on fait. J'ai une question comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, le petit monsieur qui s'appelle Bertrand, il est toujours là d'ailleurs, c'est très drôle. Mais en tout cas, fait que Bertrand qui était le gérant, il me dit ben là, oui, c'est intéressant tes produits, mais il faut un code barre, une liste d'ingrédients, ton tableau de valeur nutritive. Je suis comme, ah ouais, OK, parfait. Fait que je suis repartie, j'ai fait mes recherches, j'ai demandé à plein de monde que je connaissais, OK, comment qu'on fait ci, ça. Je l'ai fait, puis je l'ai rappelé. J'ai dit, OK, je suis prête. J'ai livré ma première commande, puis ça a été qu'en fil aiguille. Mais c'est ça, c'est venu que les clients demandaient d'avoir mes produits autres que dans les marchés publics. C'est un peu ça qui est quasiment le point tournant, parce que là, c'est là que tu as besoin de tout d'un coup t'intégrer, faire une étiquette, une image de marque, c'est un ça. code Fait barre, à ce moment-là, j'ai structure, comme compris que, tu sais, il me fallait une cuisine aussi. Cuisine avec un permis, parce que tu as besoin des permis spéciaux pour... tu sais, un permis de restaurant, tu as plusieurs permis, là, pour le MAPAC. Fait que tu as un restaurant ou traiteur, qui est ça, ben tu fais à manger, tu sers à ton client direct. Puis là, après ça, quand tu utilises la viande, parce que moi, j'utilise la viande, donc c'est différent que si tu fais des trucs sans viande. Donc là, la catégorie que j'avais besoin, c'était C1, qui permet de vendre à un revendeur de la viande. Parce que tu as ton numéro dessus, puis c'est toi qui es responsable. Donc, puis ça, ben, ça l'apporte que c'est des conditions, des normes plus serrées qu'un restaurant ou un traiteur. Donc là, quand tu manipules de la viande crue, il faut que tu aies une pièce entière réfrigérée, puis que tu aies une façon de procéder, que ta vaisselle propre soit une telle place, ta vaisselle sale, tu peux pas croiser, tu as une méthode de refroidissement, etc. C'est beaucoup plus resserré, là. Tu as des inspections, puis tout ça. Puis là, après ça, tu as l'autre step qui est fédéral, qui est encore plus complexe. Oui. Ouais. Puis, tantôt, tu l'as dit, tu as dit, je connaissais pas comment ça fonctionnait, mais je suis allé cogner à la porte. Puis, tu sais, quand on est entrepreneur, on a l'impression qu'il faut savoir tout faire, il faut être vraiment prêt. Puis là, quand on est prêt, on va lancer le produit, etc. Mais dans ton cas, c'est pas ça qui s'est passé. Puis ce que je lis dans ta bio, puis ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est que tu t'es aussi associé ou tu t'es allé cogner aux portes pour demander de l'aide. Je pense ici à Entre-Chefs PME. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de qu'est-ce que ça t'a amené comme avantage d'aller vers eux? Qu'est-ce que... Bien, en fait, c'est ça. C'est que moi, je sais pas, j'ai peut-être pas d'orgueil ou pas, je sais pas, quand je vois un entrepreneur qui m'inspire, là, bien, j'essaie de toutes les façons de contacter cette personne-là. Puis j'y écris personnellement ou je trouve quelqu'un qui connaît cette personne-là. Puis je dis, moi, je veux y parler parce que je veux juste comme y parler. Tu sais, des fois, j'ai pas de but précis, là. Comme, par exemple, une personne que vous avez eue dans votre podcast, un entrepreneur, j'ai juste vu un article d'elle dans le journal, j'ai vu qu'elle venait de Granby, puis je me suis dit, tu sais, sa culture d'entreprise était vraiment wow, tu sais, je me disais, j'ai jamais vu rien comme ça, donc j'aimerais ça juste y parler. Fait que j'ai écrit, je dis, hey, moi, je suis intéressée à ce qu'on se parle. Puis elle dit, OK, parfait. Puis, tu sais, c'est surprenant, les gens, ils hésitent, là, de contacter d'autres entrepreneurs, là, mais on est tous des passionnés. Donc, la plupart, en tout cas, je me suis jamais fait dire non, en fait. Jamais. Fait que moi,
c'est ça, je me lance, puis tout le monde me dit oui, puis j'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs. Puis tu sais, des fois, j'ai des questions spécifiques parce que j'ai vu leur parcours, puis d'autres fois, c'est juste que j'ai le goût d'être inspirée par eux, tu sais. D'aller prendre un café, puis de... Oui, c'est ça, mais dont la personne, en tout cas, je vais nommer son nom, Anne-Catherine. Anne-Catherine, ben oui. On a vu juste ici, Ouais, c'est dans ça. le même studio. Non, Anne-Catherine, là, mais tu sais... On était allé prendre un café, je pense qu'on est allé souper, en tout cas. On s'est finalement rejoints. On est allé... Puis tu sais, ça a été comme un fit, on est devenus amis. Mais elle dit, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas, je veux juste te parler parce que je te trouve super inspirante, je trouve ça le fun ce que vous avez fait, c'est vraiment différent. Puis je veux juste comme, je sais pas, j'ai rien de spécifique à te demander, je veux juste comme prendre de ça. Puis elle, de son côté, elle m'a trouvée super inspirante aussi parce que, tu sais, mon côté un peu créatif et fou, là, tu sais, elle ça y a parlé, puis là, ben, on est devenus amis depuis ce temps-là. C'est vraiment... Mais, tu sais, il y a des choses, puis tu sais, c'est ça, les gens, ils se battent trop, là. Comme je dis, je sais pas si c'est un manque d'orgueil, mais ça me dérange pas, tu sais, je reach out, là, je vais vraiment chercher ce que j'ai besoin, je suis pas gênée, je sais pas. Puis c'est ça, les gens, là, tout le temps, ils me disent « Ah, ça me fait vraiment plaisir de te répondre », ou puis c'est ça, puis tu sais, ça perdure souvent dans le temps, je garde ces contacts-là, puis des fois, 2 ans plus tard, je suis comme « Ah oui, cette personne-là m'avait parlé de telle affaire », je vais la rappeler, ou elle m'a dit qu'elle connaissait une autre personne, puis c'est ça, je pense, qui fait la force. Puis, tu sais, c'est ça. Puis là, tu me parlais d'entre-chefs, là. En fait, d'être avec d'autres chefs d'entreprise, tu te rends compte que tu n'es juste pas tout seul à vivre ce que tu vis. Ouais. Mhm. Puis, tu sais, à certains niveaux, là, parce que c'est tout différent, là. On a, tu sais, entre chefs sur des entreprises différentes, là, vraiment. Puis, mais à la base, on vit tous des défis, des hauts, des bas. Puis, tu sais, c'est ça. Tu as différents entrepreneurs. T'en as plus. Il y en a qui sont plus intégrateurs, d'autres plus visionnaires. Puis là, ben, tu sais, là-dedans, tu partages. Puis là, tu apprends de leur expérience. Puis, tu sais, ça, c'est comme un jump, là, parce qu'il n'y a pas. En tout cas, il n'y a pas d'école qui peut t'apprendre ces choses-là. C'est vraiment sur le tas, il faut que tu y vives. Puis c'est plate parce que, tu sais, ben, c'est pas que c'est plate, là, mais les gens, ils ont peur parce que tu vis beaucoup, souvent, des hauts et des bas, des échecs, puis tout ça. Puis les gens, ils ont peur de ça. Sauf que c'est de même que tu apprends le plus, tu sais. Les moments que j'ai appris le plus, c'est quand ça a fait le plus mal. Il n'y a pas de recette parfaite, mis à part les aliments Kim Lam. Ils sont délicieux pour y avoir goûté, Kim. Ils sont vraiment délicieux, tes rouleaux. Donc, allez-y, achetez-les. Je trouve intéressant toute la discussion autour de Entre Chefs PME, puis ta rencontre avec Anne-Catherine. Ça fait un peu partie de l'essence du podcast Meilleur humain, meilleur monde. Les entrepreneurs aiment partager leurs idées, ils sont généreux de leurs idées. Il y a de très bonnes idées qui circulent sur les différents podcasts qu'on a faits, entre autres, mais tu sais, justement, autour d'un café encore plus. J'en profite pour faire la petite pause publicitaire. Si vous aimez ce que vous voyez en ce moment, on vous invite à liker l'entrevue avec Kim Lam aujourd'hui au Studio Cool à Granby. Et pourquoi pas aller vous abonner à notre chaîne YouTube en même temps. Meilleur humain, meilleur monde, disponible sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Spotify, TikTok, Facebook, LinkedIn. Tout cela. Et à chaque semaine, on dépose des entrevues super intéressantes avec des gens comme toi. On fait un petit fast-forward. Ça fait 10 ans du début de tout ça. Déjà, oui. Donne-nous un peu une idée de où est rendue l'entreprise aujourd'hui, quelques chiffres, quelques idées de grandeur. Où est-ce qu'on est là, aujourd'hui en 2024? En fait, c'est ça. On a passé des marchés publics en épicerie. Maintenant, je vends que évidemment dans les épiceries. Je suis rendue dans les grandes chaînes. IGA, Métro. En fait, je suis partout. Je n'ai pas d'exclusivité avec aucune grande chaîne, contrairement à d'autres en alimentaire. Donc, c'est ça. Fait que IGA, Métro, Provigo, il y a un peu Maxi. Puis là, en Ontario, on est présent avec la chaîne Lobla, qui a différentes chaînes là, sous ce nom-là. Puis on vend aussi dans des plus petites épiceries, là, pas dans les grandes chaînes, mais tu sais, des petits gros, pas des petits gros, mais des plus grands magasins, mais qui ont moins de succursales, comme des Mérans au but.
On a aussi des plus petits indépendants qu'on vend encore, puis qui sont très importants, là. Des genres de fruiteries ou des trucs comme ça, ou que c'est moins à grande surface, là. OK. Fait que tous ces clients-là, ouais. Donc, il y en a que je suis avec eux depuis le début, là. Et là, on présume que tu fais plus ça dans la cuisine chez vous, là, à ce stade-ci, pour tourner 500 points de vente comme ça. Parle-nous un peu des opérations en arrière puis de l'équipe que tu passes. Oui, c'est ça. C'est vraiment différent, là, parce que quand que tu commences à être, comme je vous ai dit, il y a différents stades, là, comme... Des marches d'escalier un peu, hein, en affaires? Oui, vraiment. Fait que c'est ça. Avant, je pouvais être dans certaines épiceries avec mon C1, fait qu'il y a une cuisine... avec ce permis-là. Ensuite de ça, quand tu rentres en entrepôt, que là, je suis, tu dois être fédéral, absolument. Fait que si fédéral, ça veut dire que tu peux vendre à travers le Canada. Donc ça, c'est encore plus compliqué. C'est très, très coûteux d'avoir une usine fédérale parce qu'il y a beaucoup de procédures à suivre et de normes là, très, 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 très exigeantes. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Fait que là, il me fallait ça. Comme certification afin de pouvoir accéder aux entrepôts, puis vendre en Ontario aussi. Donc, c'est ça. Fait que j'ai eu, là, c'est ça, j'ai eu ma cuisine, j'ai eu le restaurant à Montréal parce que j'avais cette cuisine-là qui était certifiée C1. Là, ensuite de ça, d'un, c'était pas assez grand, là. C'était beaucoup trop petit, là. C'est tout un autre podcast, mon épisode de restaurant sur Mont-Royal. Non, mais ça a été très bien, mais tu sais, ça a été pandémie, etc. Mais la cuisine que j'avais faite, c'était vraiment tout petit, mais ça allait bien, là. Sauf qu'on n'avait pas de place de stockage. Je pouvais pas monter une palette dans ce local-là. Donc, les camions arrivaient, ils stationnaient dans la ruelle. Et là, une boîte par boîte, on montait la palette dans le camion. Fait que ça fut beaucoup d'heures de plaisir. Donc, je crois bien que ce restaurant-là n'existe plus aujourd'hui. Non, c'est ça. Comment Donc, ça s'appelait encore? C'était juste c'était Kim Lam. OK. Oui, c'était sous le même nom, là. Mais tu sais, j'avais un rêve de petite fille d'avoir un restaurant. C'était ça mon plan. Hein. Je voulais pas faire des rouleaux nécessairement et du congelé. Mon rêve, depuis que je suis jeune, c'est d'avoir un restaurant. Donc là, ce petit rêve-là est ressurgi et j'ai décidé de faire mon restaurant et aussi la cuisine pour vendre du congelé parce que c'est ça qui roulait. Puis là, il y a eu pandémie, tout ça. Puis là, le congelé, ça fonctionnait vraiment bien en épicerie, mais les restos, oui, c'est ça. Ça marchait plus. Donc là, j'avais un manque d'espace, manque d'employés. Fait que j'ai tout mis mes employés pour la production de congelé. Puis j'ai décidé de fermer le resto. Pour vrai, je pensais que ça serait un plus gros deuil que ça. Ça a été un deuil, là, pour vrai. Mais, tu sais, j'ai appris tellement pendant ces années-là, mais, tu sais, je me splittais, là. Tu sais, je voyais plus clair, là. C'était comme 2 entreprises en une. J'ai aussi des enfants, hein. Je suis maman, c'est pas un secret de personne. Tu sais, j'ai tout le temps apporté mes enfants partout, là, tu sais. Puis quand j'ai ouvert sur Mont-Royal, je l'ai eu 5 ans, ce local-là, quand je l'ai ouvert, je suis tombée enceinte. Donc, première année, j'ai été enceinte complètement à partir le resto, puis à faire rouler la cuisine en arrière qui était nouvelle aussi. Puis après ça, ben c'est ça, j'ai accouché, j'ai pas eu vraiment de congé, là, tu sais. Fait que mon bébé, il me suivait dans la cuisine... un peu partout. Bref. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai donné beaucoup, mais tu sais, je me suis rendu compte que c'était 2 entreprises en une, puis tu sais, j'étais toute seule, puis là, je pouvais plus... puis là, c'est ça, pandémie, ça a été comme naturel, là, de fermer le resto pour combler, pour le congeler. Puis par la suite, c'est ça, je me suis dit, ben on n'a plus assez de place, là, on pouvait pas, comme je dis, on n'avait pas assez d'espace pour les palettes, donc il me fallait aussi un fédéral. Donc, j'ai ouvert l'usine à Laval, qui était beaucoup plus grande, 7000 pieds carrés, afin de faire un fédéral, tout ça. C'est ça. Fait qu'on est en 2023, hein, si je me souviens bien. Pour 2023. Qu'est-ce que ça prend pour avoir cette qualification-là, certification-là, dis-je, au fédéral? Parce que plusieurs entrepreneurs veulent peut-être se tourner vers le congelé comme ça, mais... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Comme là, j'ai fait le choix de fermer l'usine puis de partir, qu'on appelle en co-packing, qui est de la sous-traitance. Parce que il n'y a pas beaucoup d'usines qui réussissent à être fédérales.
c'est pas parce que j'ai pas réussi à la mettre fédérale, là. C'est qu'il y avait j'ai eu beaucoup, beaucoup d'autres défis de pré-pandémie, post-pandémie. Pendant pandémie, Ouais, c'est post-pandémie. tout ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de défis. Donc, j'ai fait le choix de fermer l'usine puis de partir en sous-traitance. Sauf qu'il y en a beaucoup qui réussissent à rentrer fédéral parce qu'ils font affaire en sous-traitance, fait qu'en co-packing. Parce que de partir une usine puis de la faire fédérale, c'est énorme. C'est beaucoup de coûts et en argent, mais en temps aussi. Tu as besoin des personnes qui sont spécifiquement, des employés qui sont que pour le fédéral. Tu as une place, tu es obligé d'avoir un bureau pour un inspecteur de l'agence canadienne qui soit là à tous les jours. C'est très lourd comme structure. Donc, pour avoir les reins assez solides pour avoir une usine fédérale, il faut que tu aies vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de volume. Fait que la plupart qui sont en épicerie, ils sont tous en co-packing. Fait que dans le fond, c'est un peu de déléguer la production et focuser sur la distribution, le marketing, la création, c'est ça, quelque chose comme ça. Parce que c'est ça. Ça prend beaucoup. Fait que souvent, c'est une usine qui produit beaucoup d'autres produits. Là. De plus en plus, là, les gens y en parlent. Là. Avant, c'était un peu inconnu là, que ketchup, ils font peut-être plus qu'un ketchup. Là. Ouais. Plusieurs marques, parce que pour rentabiliser les usines, tu n'as pas le choix d'avoir du très, très gros volume. Ça fait quelques fois depuis le début de l'entrevue que tu mentionnes, c'est le monde de la personne en affaires. C'est des hauts et des bas. Mm-hmm. De temps en temps, on a l'impression de rouler en vélo, tout va bien. Puis de temps tant, en temps, par exemple, ça pas une branche dans le front. Oui, c'est ça. C'est quoi le moment que tu pourrais raconter dans ton parcours à ce jour, dans les 10 dernières années, qui est un peu une bonne surprise un matin, là, que boum, là, quelque chose qui est arrivé? J'en ai eu vraiment plein. Pour C'est vrai. ton préféré? Mon préféré. j'ai pas tant de préférés, mais celui qui a fait le plus mal, ça a été de fermer mon usine parce que c'était important pour moi. C'était une belle étape. Puis, tu sais, moi, je fonce tout le temps. Pas que je pense pas au futur, là, ou quoi que ce soit. Sauf que, tu sais, je dis tout le temps que c'est grâce à cet entêtement-là d'être têtu comme je le suis, puis d'avoir une vision, puis de ne pas s'occuper du reste. C'est grâce à ça que je suis rendue là, mais c'est un peu à cause de ça que j'ai dû fermer l'usine. Parce que c'était un court passage avec ça tout en 2022-2023, un an. Ça. Mais en fait, c'est parce que je suis tout le temps certaine que je suis capable de tout faire tout seul. Puis là, à ce stade-là, je pense que c'était beaucoup trop pour une seule personne. Je comprends. T'sais, comme je dis, j'ai eu beaucoup de défis post-pandémie à cause de tout ça. L'approvisionnement des machines, les employés, la pénurie de main-d'œuvre extrême à ce moment-là. Mais encore, c'est ça. Je pense que toute seule. Puis, tu sais, j'avais comme un peu mal compris de bien s'entourer. Je vous explique ce que j'ai compris dans ça, parce que c'est ça, j'ai eu cette branche-là dans la face. Oui. En fait, tu sais, j'ai tout le temps... de quoi avertir oui, c'est ça, parce que c'est ça le but, tu sais, c'est que on se plante des fois on fait des super de bons coups, d'autres fois un peu moins, mais tu sais, l'important, c'est d'apprendre. Puis en fait, ce que j'ai réalisé, puis je me suis dit, Colin, comment ça, j'ai pas vu ça, comment ça, je l'ai pas compris, mais tu sais, je pense que des fois, il faut juste que tout ça arrive pour que tu le comprennes. Quand tu es passé un événement, là, c'est super facile de dire « Ah, ça, j'aurais pas dû. » Tout est clair, là. Ouais. Comme regarder dans le rétroviseur, là, c'est facile. C'est comme « Wow, OK, j'aurais dû faire ça à ce moment-là, pas ça. J'aurais dû parler à telle personne, j'aurais pas dû écouter telle personne. » Puis, tu sais, mais tu peux pas le savoir. Au moment, tu sais, dans le fond, au moment que tu prends les décisions, tu penses que c'est la meilleure décision. Parce que, puis des fois, tu n'as pas le choix, tu sais, en tant qu'entrepreneur, des fois, tu n'as pas le choix de prendre des décisions un peu les yeux fermés parce que tu es dans l'urgence, puis il faut que tu prennes une décision. Puis là, ben, ça s'avère pas une bonne décision parce qu'elle n'a pas été assez réfléchie, mais tu n'avais pas le choix. Puis il y a d'autres fois, j'ai l'impression que, ben, j'ai fait le même processus, j'ai pris une décision à la dernière minute, puis ça a été super bon. Ça a été la bonne, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais tu le sais, mais après. Bref. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ce que j'ai réalisé de bien s'entourer, en fait, c'est que moi, je pensais que d'avoir un entourage de personnes que je connais, d'autres entrepreneurs, des consultants. Puis là, je me suis dit, eux, ils savent, tu sais. Puis
je me suis dit, je suis bien entourée. Mais en fait, c'était pas ça. Être bien entourée, j'aurais dû avoir des employés clés ou des partenaires clés, tu sais, aussi dévoués que moi, que j'avais pas réussi à trouver. Tu sais, dans l'administration plus, là, tu sais, dans la production, ça l'allait. J'avais des super de bons employés dévoués, mais au niveau d'admin, parce que, encore une fois, tu peux pas être bon dans tout. Puis comme je vous ai dit, tu sais, mon livre de Rocket Fuel, que je suis très, très visionnaire, ben moi, je ne suis pas fait pour être assis devant un ordinateur à longueur de journée. Pour juste, comme, faire des chiffres, puis faire des prévisions. Je suis capable de tout faire, parce que c'est ça, je suis capable juste de tout faire dans la vie, de tout apprendre. Mais je peux pas être spécialiste de tout. Je peux pas être comptable. Je peux pas être avocate. C'est pas possible, tu sais. Mm-hmm. Je suis entrepreneur, puis c'est ça qui est difficile à un certain stade, tu sais. Quand que c'était tout petit, puis que j'avais mon resto puis ma cuisine, tu sais, j'étais quand même capable, parce que tout, tu sais, la comptabilité, c'était un peu plus petit. Puis, tu sais, les erreurs que je pouvais faire, mettons, il y avait moins d'impact que au scale d'une usine avec autant d'argent investi, avec des gros équipements, avec, tu sais, du gros volume. Puis là, j'étais toute seule. Puis, tu sais, c'est ça. Je vous rappelle que c'était pas une pénurie de main-d'œuvre, il n'y avait plus rien. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Les partenaires financiers qui sont pas toujours patients quand ça va moins bien, quand tu as des petits défis. J'ai demandé de l'aide. J'ai dit, 3 mois après que je sois dans l'usine, j'ai levé la main et j'ai dit, pouvez-vous m'aider parce que j'ai besoin de fonds, j'ai besoin d'engager des personnes comme des bonnes personnes, des personnes seniors, là, tu sais. Mais là, j'avais pas les fonds pour m'engager des personnes seniors avec ces connaissances-là que, tu sais, que je pouvais pas juste apprendre sur le tas, là. Je pouvais pas juste me prétendre comptable, là, tu sais, puis être capable de faire un coup de revient, là. Tu sais, c'était un autre skill que j'avais pas, parce que ça, tu sais, tu peux pas juste comme l'apprendre. Ben, te réveiller un matin puis être... Puis il faut faire aussi ce qui nous fait briller, tu sais. Dans ton aussi, cas, c'est pas ça, donc non. tu voulais continuer à, ouais. Fait à que développer. ça m'a brûlé beaucoup, là, d'être pris pour faire que de l'ordinateur, de tout ce qui était courriel, administration et chiffres, là. Tu sais, ça m'a brûlé vraiment dans cette année-là. Parce que, tu sais, puis je faisais pas ce qui me fait passionner, qui était de vendre. Puis j'avais plus cette énergie-là pour le faire non plus. Tu sais, pour vendre, tu sais, moi, j'ai besoin, tu sais, ou pour présenter, peu importe, j'ai besoin, tu sais, de ce petit feu-là qui m'anime. Puis, tu sais, c'est une motivation-là, puis cette certitude-là que, tu sais, ça va bien. Là. Mais quand ça va moins bien, t'as pas cette power-là, d'aller vendre, puis, tu sais, de promouvoir ta compagnie puis tes produits, là. Parce que, tu sais, je disais, j'étais en train de trouver qu'ils sont en train de m'éteindre ma petite flamme d'entrepreneur. Je sais pas si ça fait du sens, mais c'était ça que je ressentais. Je dis, ma petite flamme est en train de s'éteindre, tu sais, parce que ce que j'aime, c'est créer, tu sais. Puis là, plus que ça va, parce que aussi, tu sais, non seulement t'apprends, là, mais tu sais, en tant que personne, tu sais, je suis rendue à 42 ans. Puis, dans la vie, ben, t'apprends à te connaître. Puis, en tant qu'entrepreneur, puis, tu sais, des fois, de réaliser que c'est ça, tu sais, que mes forces sont là, puis qu'ils sont pas là. Puis, ce qui me fait vraiment vibrer, mais je devrais juste faire ça. Mais dans ma tête, vu que j'ai tout le temps, comme, tout fait, tu sais, juste penser peut-être un jour faire juste ce que j'étais bonne, c'était pas une possibilité. Je sais pas si... Vous comprenez, mais c'était pas... Moi, ça a tout le temps été, ben moi, je fais tout, tu sais, puis je pensais pas que c'était possible qu'un jour, je puisse faire juste ce que j'étais bonne. Et puis là, es-tu en train de, justement, trouver cette balance de te compléter? T'es-tu à la recherche? Okay. Fait que conte-nous un peu ce qui se passe, parce que là, si on recap, là, tu sais, donc... 3 mois après l'ouverture de l'usine, ça se met à aller moins bien. En fait, je réalise que toute seule, c'est gros. C'est très gros, puis j'ai besoin d'aide, puis c'est ça, j'ai une machine qui est en retard. Fait que là, tu sais, il faut que je navigue là-dedans, puis ouais. Puis là, les partenaires financiers s'impatientent en plus, puis là, ta flamme s'éteint à petit feu. Fait que il y a une situation de crise, là, ici, là, visiblement.
comment tu as réagi à tout ça? Comment tu t'es fait aider là-dedans? Puis où est-ce qu'on est aujourd'hui, quelques mois? Ben c'est ça. Fait que j'ai décidé de partir, de fermer l'usine, de faire de la sous-traitance. La sous-traitance, ouais. Comme je vous ai dit, que je vais en parler parce que je trouve que c'est pas assez... c'est trop tabou encore, mais j'ai dû fermer l'usine. Mais en 1 an, tu peux clairement pas avoir repayé tout l'investissement qui a été mis dans l'usine. Mais non, ça prend 10 ans à repayer ça. Là. C'est ça. T'as compris? Donc, en 1 an, c'est impossible. Donc là, tous les partenaires financiers, ils réclamaient, évidemment. Donc, j'ai dû faire une proposition concordataire, qui est une genre de proposition... c'est pas une faillite, là, mais proposition consommateur, là, ça dans la même idée que ça. Donc, j'ai dû faire ça. Ça a été très long et pénible. Puis c'est ça. Fait que c'est un épine dans le pied. C'est un défi. J'ai beaucoup appris de ça. Puis, tu sais, tous les autres entrepreneurs me disent, Kim, tu sais, ça s'apprend pas à l'école. Tu sais, ce que tu as vécu là, tu sais, tu peux pas le désapprendre non plus. Tu l'as appris, puis c'est pas tout le monde qui a... Fait que, tu sais, t'es comme... Ben, pas chanceuse, là, parce que c'est pas le bon mot, mais, tu sais, d'avoir vécu ça, tu sais, personne ne peut apprendre ça, à part si ça t'arrive. Puis là, ça t'arrive. Fait que là, tu sais, puis c'est ça. Malheureusement, au Québec, c'est un peu moins bien vu. C'est très tabou au Québec. Puis, excuse-moi de te couper, mais tu sais, comme on t'a vu dans plusieurs émissions à la télévision, plusieurs personnes au Québec connaissent les aliments Kim Lam. C'est vendu à travers toutes les chaînes, comme on l'a dit. Puis, on voit que le beau côté des entrepreneurs, tu sais. Au Québec, c'est ça, c'est le beau côté, mais c'est le fun. Puis, je tiens à reconnaître que de partager ton histoire comme tu le fais là, de voir le moins beau côté aussi, je suis certain que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des entrepreneurs qui vont se reconnaître là-dedans, puis qui, ça va là, ah, OK, je suis pas toute seule, tu sais, Mais c'est ça, tu sais, c'est pas juste du beau, mais tu sais, en même temps, puis c'est ça, tu sais, je pense que c'est mal vu par plusieurs personnes ou jugé que les entrepreneurs, c'est ça, on prend des risques, puis des fois, on se plante. Puis souvent, les gens sont là quand c'est beau, puis ils t'encouragent, tout ça, puis là, quand ça va moins bien, ben c'est ça, tu sais, tu prends des risques, puis c'est ça, être entrepreneur. Puis ils trouvent ça moins cool, tu sais, mais en même temps, si on n'est pas là, nous, entrepreneurs, pour réinventer le monde, puis faire, tu sais, en fait, tu donnes du travail aux autres aussi, tu sais. Moi, là, c'était comme vraiment une fierté, tu sais. Là, j'ai plus mon usine, fait que j'ai beaucoup moins d'employés, mais tu sais, c'était une fierté de pouvoir savoir que j'avais 25 employés dans mon équipe, que je pouvais, tu sais, qu'ils vivaient grâce à mon entreprise, à ma petite idée de fou que j'ai commencé dans ma cuisine, là, tu sais. Je trouvais ça le fun, tu sais, de pouvoir, tu sais, les embarquer avec moi, puis tout ça. Un peu moins quand j'ai fermé. Fait que ça a été très dur, en fait, tu sais. Ça a été la partie, je pense, le plus dur, tu sais, parce que c'était une fierté pour moi. D'avoir ces employés-là depuis plusieurs années qui me suivaient, etc., puis qui étaient dévoués, puis là, tu fermes, tu sais. Fait que ça, tu sais, parce qu'ils te suivent, fait que c'est ça. Ils ont embarqué dans ta vision. Ouais. Fait que ça, c'est plus difficile, mais ça fait partie de ça. Fait que, tu sais, aussi, le monde externe, tu sais, quand tu racontes ça, si souvent, ceux qui sont pas entrepreneurs, là, ils vont juger un peu aussi parce que, ben c'est ça, tu sais, vous prenez des risques. T'as pris trop de risques, blablabla. Ben c'est ça, tu sais, puis c'est ça. J'ai eu des commentaires un peu de même de me dire, ben ça sert à quoi, tu sais. Mais en fait, moi, là, je pourrais pas avoir une job de 9 à 5, là. Je suis pas faite comme... Tu sais, je suis juste pas faite pour ça, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, au début, je vous disais, tu sais, j'ai été avec le Kim Lam parce que c'est ça que... C'était mon mode de survie. Je savais faire des rouleaux, puis, tu sais, partager les recettes familiales. Mais, tu sais, moi, je me lève, là, tu sais, mon mode visionnaire, là. Je me lève le matin, puis des fois, j'ai une nouvelle idée d'une nouvelle entreprise. Puis comme je vous dis, je la vois, je la sens, je la goûte, puis je suis comme... OK, parfait. Mais tu sais, je me suis juste dit, comme Kim Lam, je le pousse au bout, là. Puis, mais sinon, je pourrais te partir une nouvelle entreprise à chaque jour. Pour vrai. Une entrepreneur en série. Exact. Non, mais c'est ça, c'est ça qui bouille en dedans de moi, tu sais. Puis là, j'ai choisi de faire Kim Lam. Mais sinon, mais c'est ça, je me prends des notes. Je me prends des notes parce que c'est ça que je suis, tu sais. J'ai une question pour toi. Fait que, tu sais, mais comme tu disais tantôt, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est toujours super facile. C'est comme regarder la reprise au ralenti, en sport. Là, bon. Super facile. Maintenant que tu regardes un peu dans le rétroviseur, tu aurais pu, donc, en 2022, ne pas ouvrir d'usine. C'est un plan.
Ouais. Puis déjà te diriger vers, par exemple, du co-packing, merci. Tout comme tu aurais pu prendre des décisions différentes de comment tu aurais ouvert ton usine, puis avoir un succès avec ça. Si tu avais à refaire le chemin avec ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ça ou quel chemin tu aurais pris avec la reprise au ralenti? Ouais. Ben, d'ouvrir l'usine, c'est pas un mauvais choix. Il y en a qui m'ont demandé, c'est ça. Il y en a qui me le demandent, qui ont les couilles de me le demander. C'est-à-dire, ben là, tu regrettes pas, tu t'aurais-tu voulu rester plus petite, tu sais. Puis j'étais comme, oui, mais non, tu sais, non. Non, tu sais, la phase de mon restaurant puis ma petite cuisine, tout ça. Mais tu sais, de pouvoir vendre à travers le Québec, en Ontario, tu sais, j'ai le goût de continuer ça. Je pense pas que c'était une erreur que j'ouvre l'usine. Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'était peut-être le timing, mais tu sais, ça, les personnes qui pouvaient vraiment le prévoir, j'étais là. Tu sais, moi, j'étais pris dans la petite... fait que ça, c'est un facteur que je pouvais pas changer vraiment, tu sais. Est-ce que j'aurais peut-être pu toffer plus longtemps, mais tu sais, j'avais mon bail qui terminait. Tu sais, il y a plein de choses. Donc, il fallait que je prenne une décision. Comme je vous ai dit, des fois, il faut prendre des décisions. Puis tu prends des décisions rapides. En fait, je pense, tu sais, dans mon monde de licorne, comme je l'appelle, là, c'est le scénario le plus magnifique qu'il aurait pu avoir, c'est que je trouve un partenaire ou un employé, peu importe, là, rentrer quelqu'un de cadre qui aurait pu s'occuper de tout la poutine, de l'opération. Des opérations. Administratives, comptabilité. Puis que moi, ben, je fasse ce que j'étais meilleure, puis continuer à vendre, puis à développer des nouveaux produits, tu sais. C'est là-dedans que je suis vraiment forte, puis que personne ne peut me remplacer, tu sais. Mais c'est ça. Ça serait ça. OK. Ouais. Mais de garder mon usine. Ouais. Ben écoute, de toute façon, l'histoire est encore jeune. Tu n'as que 42 ans, l'entreprise n'a que 10 ans. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est une des affaires, c'est qu'on a tout le temps l'impression que c'est là, tu sais. Ouais. On est comme à la fin, là. Mais pas à la fin, mais qu'on n'a plus de temps, tu sais. Puis là, c'est ça. Des fois, j'essaie de prendre du recul puis de me dire, hey, tu sais, quand tu regardes d'autres grosses compagnies, là, tu sais, qui, je sais pas, là, qui ont commencé puis ils faisaient un produit puis là, qu'aujourd'hui, sont multinationales, mais qui font un autre produit. Là, tu te dis, OK. Tu sais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça change au courant, tu sais, des années, puis, tu sais, ça peut changer, tu sais. Puis d'autres entrepreneurs qui ont eu du succès à 50 ans, là, tu sais. Bref. Mais tu l'as dit, tu prends pas de recul, c'est ça. C'est difficile. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Quand on est dedans, on voit pas, on a des œillères des fois. Ouais. Puis je pense que tu l'as dit aussi au début, tu sais, entre chefs te permet aussi de voir peut-être un autre côté pas juste entre chefs. Mais je suis plus avec entre chefs. Tes autres. Mais un groupement, en fait, je pense que ça, c'est important. Mm-hmm. Ça, tu sais, c'est aux autres entrepreneurs, je le dis, tu sais, qui sont tout seuls, là. C'est surtout quand tu es tout seul dans ton entreprise, là, de trouver un groupe. En tout cas, moi, mais c'est pas tout le monde qui est pareil non plus, mais moi, ça m'a beaucoup apporté. Puis c'est ça, comme je dis, chaque entrepreneur ou personne, on est différent, mais moi, d'être capable de verbaliser, ça me fait réfléchir. Fait que j'ai besoin de gens. Je peux pas être tout seul dans mon bureau à juste rouler mon hamster tout seul, là. Je peux pas. Je stocke là parce que je suis juste prêt avec mes idées. Mais quand que je peux parler avec d'autres gens, ça l'aide. Ça m'aide à réfléchir. Mais j'ai appris ça. Mais bref, c'est ça. J'encourage toujours les gens parce que j'ai tout le temps été dans des groupes soit de croissance ou, tu sais, c'est ça, à Granby, j'avais été dans un petit groupe avec un cours qui se donnait au cégep. Fait que là, on était comme tout un peu en start-up, là. Mais tu sais, j'ai vu vraiment le potentiel de groupe à ce moment-là. Je me suis dit, c'est le fun, tu sais. Puis là, ils te donnent des petites formations en même temps, là. Mais le pouvoir d'être en groupe, ça, c'est vraiment magnifique. En tout cas, moi, ça m'a aidé à réfléchir, à sortir juste de ton propre petit hamster, de voir d'autres visions de d'autres entrepreneurs, puis comment ils font quand il y a un problème, puis tout ça. Bien, ça t'amène à avoir une autre perspective. Puis je pense qu'elle est vraiment importante parce que, tu sais, l'affaire la plus importante que moi, que je fais, ben en fait, tout le monde me dit « t'es donc bien résiliente », tu sais. Mais en fait, c'est d'être capable de bouger facilement, de changer de cap, tu sais. T'as
pas le choix vraiment de t'adapter à soit la clientèle, soit à tout, là, tu sais. Là, en ce moment, tu sais, avec la pandémie, avec la situation économique, tu sais, il faut s'adapter. On n'a pas le choix. Tu sais, je peux pas... Tu sais, j'ai des gens, d'autres entrepreneurs, des fois, qui viennent me voir, puis là, tu sais, mettons, ils font ce produit-là parce que c'est leur passion, puis je suis d'accord, là, qu'il faut, des fois, suivre sa passion. Sauf que s'il n'y a pas personne qui en veut de ça, là, bon, je ne vais pas donner d'exemple concret. Ouais. Si, tu sais, ça sert à rien, tu sais, c'est bien beau que tu veux être entrepreneur puis tu veux faire ce produit, mais s'il n'y a personne pour l'acheter, ça sert à rien, là. Fait qu'il faut que tu t'adaptes, il faut que tu saches, il faut que tu combles un besoin, puis il faut que tu écoutes tes clients, il faut que tu sois capable de te revirer de base sur un discerne, tu sais. T'as pas le choix, puis t'as pas le choix de faire des choses que t'as pas le goût des fois, tu sais. Mais c'est ça, souvent les gens sont pas prêts à aller là, mais tu sais, tout ce que j'ai pu faire dans les 10 dernières années, là, c'est pas tout ce que j'ai... Tu sais, c'était pas mon rêve, là, je le faisais parce que j'avais pas le choix. Puis c'est de même, tu sais, le monde me demande « Mais comment t'as fait? » Mais je sais pas, je me posais pas de questions, là, tu sais, je me suis pas... J'ai pas analysé la chose quand je tombais enceinte, puis j'ai eu un bébé, puis que je travaillais pareil, là. J'amenais mon bébé dans les meetings, puis je l'allaitais devant le monde, puis, tu sais, au resto, peu importe, là, tu sais. C'est que le monde, ils veulent être prêts. Ils se préparent, puis ils prennent du temps, puis là, ils ont leur plan d'affaires gros de même, mais ils n'ont pas vendu un produit, tu sais. Moi, je l'ai fait comme pas... Ben, c'est mal vu de l'avoir fait. Tu sais, il y en a qui disent « Mais là, t'as pas de plan d'affaires, t'as pas... » Non, mais j'avais des ventes, tu sais. On s'en fout que t'aies 40 pages de plan d'affaires si t'as pas fait une vente, là. On se comprend. Tu sais, teste le marché, parle à tes clients, tu sais... Connais ce qu'ils veulent, puis là, tu vas pouvoir combler un besoin, mais sinon, en tout cas, c'est ça. Tu le dis très bien dans ta bio, mon énergie est le défi, ma motivation est l'impossible. Fait que ça résume bien, je pense, qui que tu es. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que, qu'est-ce que tu nous racontes, c'est que, en fait, oui, il faut toucher un petit peu à tout, mais il n'y a pas de courbe parfaite, mais tu l'as dit, maintenant, là, je peux voir que je peux faire vraiment ce que j'aime parce que je suis rendu là aujourd'hui, tu sais. Puis, il faut être capable de s'adapter en tant qu'entrepreneur. Puis, la meilleure chose, c'est que toi, tu vois des solutions où ce que d'autres personnes pourraient avoir des problèmes. C'est quand on voit des solutions dans ce qui arrive, on est capable de sortir le bord aussi. On est capable d'avoir de la résilience. On est capable d'amener son enfant puis de le faire quand même puis et non d'arrêter puis de dire qu'est-ce qu'on fait, puis s'arracher les cheveux. Donc, c'est... Mais tu sais, c'est ça, je me dis tout le temps... Tu sais, il y a des fois que ça m'a pas tenté, là, en 10 ans, j'ai fait bien des affaires, tu sais, laver, plancher à 4 pattes, puis, tu sais, ramasser ce que les employés n'ont pas voulu faire, tu sais, j'en ai fait, rentrer le samedi, rentrer le dimanche, le soir, faire des 16 heures, tu sais, mais il faut juste pas, tu fais ce que tu as à faire, tu sais, si tu te poses pas 12 minutes, ça sert à rien, tu sais, puis c'est ça, le monde, il se demande pourquoi qu'il y en a qui réussissent plus que d'autres. Mais tu sais, ce luxe-là, je pense que c'est un luxe là, de pouvoir faire juste ce que tu veux. En tout cas, je le souhaite qu'un jour, ça va arriver, là, de faire juste vraiment ce que je suis vraiment performante. Là. Puis pas être obligée de laver les toilettes. je dénigre pas, là. C'est juste que, tu sais, des fois, tu sais, de faire des tâches connexes que t'as pas le choix. Mais tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'à chaque fois, je me suis demandé, est-ce que, tu sais, de faire cet extra mile-là, parce que c'est ça, là, ça va-tu m'amener ailleurs? Puis il y a des fois, ça me tentait vraiment pas. Puis à chaque fois, je me suis botté les fesses pour faire quelque chose que ça me sort de ma zone de confort, là. On dirait que ça me tente pas tant. Je l'ai fait, ça m'a tout le temps amené à une autre place. Puis tu sais, des fois, c'est pas le lendemain là, que je le sais que ça a payé, là. Des fois, c'est 6 mois puis 1 an plus tard parce que cette fois-là que j'ai sorti de chez nous puis que j'étais allée à un événement ou peu importe, je suis embarquée dans mon auto puis j'étais allée livrer moi-même une commande, peu importe. Mais à chaque fois, ça allait payer. Jamais que je me suis dit que ça avait pas payé. Que j'aille fait l'extra mile. Quand ça me tentait vraiment pas, là, puis en plus, c'est ces shots-là que je pense qu'il y a eu le plus d'impact. Que j'ai rencontré une telle personne ou que j'ai quand tu t'es fié à ton intuition, puis il faut que je le fasse. Tu sais, n'importe qui le ferait pas, mais là, je vais le faire. Parce que si tu restes tout le temps dans le cadre, là, ben c'est sûr, tu sais, où tu changes rien, il n'y a rien qui va changer, tu sais, ça va. Fait que c'est de faire tout le temps ce step-là, de sortir de ta zone de confort qui t'amène que tu vas avoir un différent résultat, là, parce que sinon, c'est ça, tu restes en même ligne. Puis c'est ça. Fait qu'à chaque fois, ça a été ça.
Tu te décris comme une visionnaire à 200% même. Si on saute un peu vers... tu sais, on saute dans l'avenir. Je sais pas jusqu'à combien loin que tu regardes quand tu regardes par en avant. Parce qu'en même temps, tu dis que tu es visionnaire. D'un côté, tu dis que tu y vas un peu au fur et à mesure que les choses mais arrivent. c'est ça. Ouais. Puis là, tu viens de vivre une grosse zone de turbulence. Tu as tout été restructuré. Tu as appris un paquet de trucs. Tu as été résiliente là-dedans. Si on se projetait, disons, dans 3 ans d'ici ou dans 5 ans d'ici et qu'on se rassoyait dans le même podcast, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir nous raconter ce jour-là? Ben, que je vis ça, que je vis 100% de ce que je rayonne à faire, puis que j'aime, puis que je suis capable de faire juste ce que je suis la meilleure, en fait, puis qui me passionne. Ce qui veut dire, comme, développer mes ventes, inventer des nouveaux produits, tu sais, ça, j'aimerais ça, puis que ça soit, qu'on soit présent partout au Canada. J'aimerais ça comme commencer à toucher peut-être aux États-Unis. Ça me ferait plaisir dans 3 ans. Fait que c'est là un peu les prochains rêves, les prochaines Ben, ça sent bien. Je travaille très, très fort pour arriver à ça. Là. Ouais. Ça fait partie des projets. On peut pas... Est-ce qu'on peut se lancer un petit peu sur Non. les projets? Non, mais ouais, c'est ça. Ça, puis en fait, puis d'être capable d'éventuellement créer mes autres projets. Tu sais, comme je vous ai dit, à chaque matin, je me lève avec un nouveau projet. J'ai d'autres projets qui me parlent beaucoup. Fait qu'être capable de pouvoir... amener cette entreprise-ci un peu plus indépendante de toi, peut-être, pour pouvoir commencer d'autres projets aussi. Ça ressemble un peu à ça. All right. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme impact? Tu sais, on entend beaucoup d'entrepreneurs qui sont impliqués socialement ou de toutes sortes de manières. C'est quoi, toi, l'impact que tu veux? Ben, en fait, je veux un peu, pas... tu sais, d'avoir parlé de ma proposition, tout ça, tu sais, de rendre... tu sais, sinon, je trouve que l'entrepreneuriat est mis beaucoup sur le glamour, là, pas le réalisme, là. Puis un peu ça, de faire réaliser aux gens que c'est pas juste du glamour, là. Puis c'est quelque chose que, tu sais, tu le vis à tous les jours. Tu sais, c'est pas une job de 9 à 5, là. C'est un mode de vie, là. Puis je pense que les gens, il faut qu'ils réalisent ça. Puis aussi, vraiment l'entraide que les gens peuvent aller chercher entre entrepreneurs, puis de s'aider. Parce que moi, ça allait vraiment être utile, là, d'avoir l'aide des autres entrepreneurs. Juste, tu sais, des fois, juste de parler pour se vider le cœur, là, un et l'autre, mais aussi pour amener des fois une autre vision, là. Ça, c'est vraiment important. Puis c'est ça, je pousse vraiment... Je sais pas, de juste partager ma passion de vivre et de vouloir partager. Moi, quand j'aime quelque chose, j'ai le goût de le partager avec toute la planète, là. C'est ça, les rouleaux impériaux, c'est le même. Tu sais, j'avais juste le goût, tu sais. Mais non, mais mon but, c'était pas d'avoir une grosse entreprise, faire de l'argent. C'était juste comme, j'ai le goût de partager avec tout le monde mes rouleaux parce que c'est les meilleurs, tu sais. Mais, c'est ça, juste... Kim, moi, j'avais envie de regarder un petit peu, en fait, qu'est-ce que tu pourrais donner. Tu l'as dit tantôt, mais on a parlé de résilience, on a parlé d'être capable de s'adapter. Quel autre conseil que tu pourrais donner aux entrepreneurs? Parce que, bon, les marchés publics à Granby fonctionnent très bien. J'y vais tous les samedis. J'en vois beaucoup d'entrepreneurs dans ton milieu. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Bien, en fait, comme j'ai dit, tu sais, de commencer à tester ton produit, tu sais, je comprends, là, c'est ça, de vouloir, tu sais, t'as une idée puis de foncer parce que c'est ce que je fais, là. J'avais une idée puis j'ai foncé. Sauf que, tu sais, de vraiment t'assurer que t'as une clientèle pour ton produit, de un. Puis de le tester le plus possible. Tu sais, comme je dis, là, je l'ai testé à Granby, j'avais, tu sais, été dans plein d'autres villes, j'ai essayé une épicerie, 2 épiceries, tu sais. Fait que de tester, de voir si c'est viable. Puis, tu sais, si ça peut être rentable, puis tout ça. Mais, puis c'est ça, de rester toujours ouvert et flexible. Parce que c'est ça, des fois, tu sais, tu voulais vraiment faire un produit parce que ça te passionnait, mais finalement, il faut que tu y ailles ailleurs. Tu sais, c'est ça, il faut que tu fasses des choix. Puis, tu sais, avoir une entreprise puis que tu n'as pas de clients, ça marche pas, là. fait que ça, d'être flexible, là, c'est résilient, puis d'être capable de se revirer sur un dessous. Mais, tu sais, c'est vraiment de prendre le temps de connaître ton client puis d'offrir un produit qui va acheter, je te dirais. Puis, tu sais, d'être prêt à faire, c'est ça.
de sortir de ta zone de confort, de sortir, tu sais, faire le extra mile, comme je dis, d'aller plus loin, tu sais, que ce que les gens réguliers feraient pas. Il faut que tu le fasses. Tu sais, si tu veux avoir un résultat différent, il faut vraiment que tu fasses quelque chose de différent. Fait que si tu te dis, n'importe qui le ferait pas, mais moi, je vais le faire. Fait que c'est ça, de sortir de ta zone de confort. Tu sais, moi, je me suis jamais dit, ben c'est pas ma job, je le ferai pas, là. Je suis juste faite. Fait que c'est un peu ça. Les gens, ils se barrent beaucoup à cause de ça. Ou, c'est ça, de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, de demander à quelqu'un qui l'a déjà fait, tu sais. Mais oui. Tu peux sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de rechercher effectivement. Précieux temps. Sinon, c'est quoi tes autres sources d'auto-formation? Ce qu'on a vu aussi dans ton parcours, beaucoup de... entre chefs PME, entreprendre mes ici, groupes, là, de différents groupes. Tu as parlé de... En fait, ça disait ici Rocket Fuel, mais c'est bien Rocket Fuel. Ouais, excuse-moi, il y a peut-être une erreur. Rocket Fuel, pour ceux qui voudraient le lire. Y a-tu d'autres ressources desquelles tu utilises? J'ai lu plein de livres, là. Je lis... En fait, je suis pas capable de lire. Bon, je veux pas dire que je suis TDAH, là, mais j'ai un peu de la misère à lire un livre assis tranquille, là, comme vous pouvez pas comprendre. Fait que j'écoute des audios. Ouais. Puis même ça, c'est un peu difficile de me concentrer, fait que des fois, je les réécoute plusieurs fois. Mais je continue. Je continue toujours mon livre, mais bref, fait que j'ai lu plein de livres, là, je pourrais pas toutes les nommer parce que aussi, j'ai pas la meilleure mémoire des noms de livres, mais ouais, c'est ça, fait que j'ai lu, écouté beaucoup, beaucoup de livres audio, des podcasts d'entrepreneurs, puis aussi vraiment parler à d'autres entrepreneurs, vraiment. De m'inspirer de ça, puis d'apprendre d'eux. C'est ça. Puis d'apprendre, puis apprendre sur le tas. Tu sais, de faire des erreurs. C'est plate, là, mais plus tu fais d'erreurs, plus que tu apprends. Fait qu'on va te souhaiter de faire le plus d'erreurs possible. Non! C'est correct. Mais c'est un peu vrai, hein, tu sais, dans un sens. On peut passer la vie à pas faire d'erreurs aussi, puis à rien faire non plus. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Les fois que ça a été plus... les plus grosses erreurs, c'est là que j'ai appris le plus. Ben, de ce qu'on entend, de toute façon, écoute, première des choses, l'entrevue tire à sa fin tranquillement. On vient de me faire un signe ici qu'on est à 55 minutes. Le temps passe toujours vite en bonne compagnie. Non, tu ne souhaiteras pas nécessairement de faire trop d'erreurs non plus. Non, c'est ça. Mais certainement que, tu sais, visiblement, ce que j'entends de ton histoire, c'est que le produit est bon. Parce que, visiblement, tu es passé de 0 à 500 points de localisation en 10 ans à partir de même pas un plan d'affaires, même pas une idée, c'est juste je veux partager mes rouleaux de printemps, tu sais. Et c'est incroyable le nombre d'histoires d'affaires qui sont de cette nature-là. Fait que visiblement, tu as un beau produit qui se vend, qui se consomme. Fait que ça, c'est plus fort que bien des choses. C'est quoi les autres forces, selon toi, de la marque qui vont t'aider à aller dans les prochaines étapes puis à atteindre les prochaines étapes? En fait, c'est ça. Fait que les produits sont bons, sont santé, j'ai pas de glutamate monosodique, faible en sel, etc. Fait que ça, je pense que c'est vraiment apprécié. Depuis toutes les années que j'ai vendu dans les marchés publics puis les épiceries, ben, je pense que les gens ils ont confiance en la marque. Puis ils aiment aussi l'histoire derrière. Là, on n'en a pas parlé, là, le fait que ma famille, mon père, il est arrivé avec les Bold People, etc. Mais les gens, je pense qu'ils aiment l'authenticité des produits avec mon petit côté givré québécois. Puis c'est ça fait le charme de la marque. Puis je pense qu'il peut perdurer dans les années puis que les gens vont continuer à suivre, je pense. Oui, tout à fait. On va pouvoir continuer à goûter à la tradition. La tradition qui est dans ton ADN, là, finalement. Mais ça donne envie d'aller souper chez vous, en tout cas. Il va falloir que tu reviennes aussi nous parler de ton fameux projet quand il va être mis sur pied, Kim, que tu nous en parles un peu plus. Ça nous intrigue pas mal, ça. J'ai bien hâte. Stay tuned. Exact. Ben écoute, moi, ce que je retiens beaucoup de l'entretien, moi, j'ai vraiment vu quelqu'un d'extrêmement courageuse, fonceuse au bout.
travaillante, résiliente. Je dois me confesser, je n'ai jamais goûté tes produits. Non! J'ai vraiment envie d'un rouleau impérial suite à cette rencontre aujourd'hui. Merci encore d'avoir fait du temps pour nous dans ton agenda, qu'on sait que les gens d'affaires, s'il y a une chose qu'on n'a pas dans la vie, c'est du temps. Fait que merci d'avoir trouvé un petit espace pour nous autres. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup, Kim, de ton temps. Merci de ton partage, de ton courage de dire les vraies choses. Qu'est-ce que ça se passe en derrière la caméra. Fait que ça va en inspirer plusieurs. Donc, merci beaucoup. Puis, bon succès pour la suite chez Kim Lam. On a hâte de voir la suite de ton parcours et de ton histoire. Ouais. Oui, je reviendrai vous parler de la suite. On se revoit dans 5 ans.